Le jour où mes parents sont décédés, je suis resté figé devant leur cercueil, entouré seulement de quelques parents et de quelques vieux amis. Ma femme, mes 2 filles, toute la famille de mes beaux-parents. Pas un seul d'entre eux n'est venu. Ils étaient occupés à organiser un barbecue pour préparer le mariage du jeune frère de ma femme. Je venais juste d'enterrer mes parents dans la solitude quand, dès le lendemain, ils m'ont appelé chez eux et m'ont dit froidement: « Le mariage de Jonathan doit être grandiose. Tu dois contribuer 50 000 $. Je croyais avoir touché le fond de mon chagrin, mais je me trompais, car le jour du mariage, j'avais préparé un cadeau qui allait laisser toute leur famille stupéfaite devant tous les invités. Bonjour, je m'appelle Calvin Monroe. J'ai 33 ans et je vis à Charleston, en Caroline du Sud, une petite ville aux rues ombragées de chênes et à l'air salé de la mer. Je ne suis personne de spécial, juste un homme ordinaire qui travaille comme gérant d'une station-service en banlieue. Ce n'est pas un emploi prestigieux, mais j'en suis fier, car je travaille dur chaque jour pour subvenir aux besoins de ma femme, Scarlett, et de nos 2 filles, Ella et Madison. Ella a 8 ans, des cheveux dorés qui brillent comme le soleil, et elle parle sans arrêt de l'école. Madison a 5 ans. Elle est timide, mais quand elle sourit, c'est comme si le monde entier s'illuminait. Elles sont tout pour moi, et j'ai toujours cru que notre famille, bien que simple, formait un foyer complet et heureux. Mais la vie, comme je l'ai appris à mes dépens, ne prévient jamais quand elle s'apprête à te renverser. Un jour d'octobre, sous un ciel de Charleston gris et menaçant, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Le moment où mon monde s'est effondré. J'étais derrière le comptoir de la station-service, en train d'essuyer une tache d'huile sur la table, quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai décroché, pensant que ce pouvait être un client demandant son chemin ou nos horaires. Mais à l'autre bout, une voix grave et solennelle d'homme s'est présentée comme étant celle d'un policier. « Êtes-vous Calvin Monroe, fils de Léo Monroe et d'Éloise Monroe ?» demanda-t-il. Mon cœur s'est arrêté. Mes parents. Ils étaient en route depuis la Colombie pour nous rendre visite, apportant de la marmelade d'orange faite maison par maman et quelques vieux jouets que papa avait sortis du garage pour Ella et Madison. J'ai hoché la tête, bien qu'ils ne puissent pas me voir, et j'ai répondu « Oui, c'est moi ». Puis, il a parlé, sa voix stable. « Je suis désolé d'avoir à vous dire cela. Vos parents ont eu un accident de voiture sur l'I-26. Ils n'ont pas survécu. » Je me suis figé. Mon corps s'est comme enfermé dans la glace. Ma main serrait le téléphone si fort que mes jointures blanchissaient. Mes oreilles bourdonnaient. Chaque mot tombait dans le vide. Je m'entendais murmurer d'une voix étranglée, comme un souffle arraché à ma gorge. « Quoi ? Qu'avez-vous dit ?» Mais mon esprit restait vide, incapable de comprendre. L'agent a continué à expliquer qu'un camion avait perdu le contrôle et percuté la voiture de mes parents. Ils étaient morts sur le coup. Je ne me souviens plus comment j'ai raccroché, seulement que j'ai demandé à quitter mon service, que j'ai grimpé dans mon vieux pick-up et roulé directement vers la morgue, comme la police me l'avait indiqué. Charleston ne m'avait jamais semblé aussi loin. Les rues, les arbres, les feux tricolores, tout était flou dans ma vision. Je voulais seulement y arriver pour croire qu'il s'agissait d'une erreur, que mes parents étaient encore quelque part dehors, riant et racontant des histoires comme toujours. La morgue était froide, imprégnée de l'odeur d'antiseptique. Un employé m'a conduit dans une petite salle où 2 corps reposaient sous des draps blancs. Je suis resté là, les pieds cloués au sol, incapable d'avancer. « Êtes-vous prêt ?» demanda l'employé d'une voix douce, mais empreinte de routine. J'ai hoché la tête, bien que je ne sois jamais prêt pour cela. Il a tiré les draps et ils étaient là. Mon père, Léo, avec ses cheveux poivre et sel et son sourire désormais absent. Ma mère, Éloise, son visage doux devenu pâle, ses yeux clos comme endormis. J'avais envie de crier, de les secouer, de dire que ce n'était pas réel. Mais je restais là, les larmes brûlantes coulant sur mes joues. J'ai confirmé leur identité, signé quelques papiers, et j'ai senti qu'une partie de moi mourait aussi. En tant qu'enfant unique, tout reposait sur mes épaules. Les funérailles, les papiers, prévenir les proches. C'était à moi de tout assumer. J'ai commencé à passer des appels, un par un, pour informer les parents, les amis et les voisins de mes parents en Colombie. « Ce n'est pas possible !» s'est écriée Judy, leur voisine de longue date, la voix brisée. Léo et Éloise étaient chez moi la semaine dernière encore, apportant des biscuits. Je l'écoutais, le cœur tordu, mais ma voix restait ferme, promettant de donner les détails des funérailles. L'oncle Frank, le meilleur ami de mon père, resta silencieux un long moment avant de dire « Tiens bon, Calvin, ils étaient si fiers de toi. »
Je ne savais pas combien de force il me restait. Je savais seulement que je devais accomplir mon devoir. Le dernier appel fut pour Scarlett, ma femme. J'avais plus que jamais besoin d'elle. J'avais besoin d'entendre sa voix, de sentir ses bras autour de moi, de l'entendre me dire qu'on traverserait cela ensemble. Je l'ai appelée depuis le parking de la morgue, les mains tremblant de façon incontrôlable. Quand elle a décroché, j'ai entendu des rires et de la musique en arrière-plan. « Calvin, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, le ton léger mais pressé. J'ai pris une grande inspiration, essayant de contenir ma voix brisée. « Scarlett, mes parents, ils ont eu un accident. Ils ne sont plus là. L'enterrement aura lieu ce week-end. » Il y eut une pause. Puis elle dit, d'une voix plate, « Oh mon Dieu, Calvin, je suis désolée. Mais tu sais, ce week-end, je suis vraiment occupée. Mes parents organisent un barbecue pour préparer le mariage de Jonathan. Les filles et moi, on ne pourra pas venir. » J'ai cru avoir mal entendu. « Un barbecue ?» répétai-je, la voix vacillante. « Scarlett, c'est l'enterrement de mes parents. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'Ella et de Madison. » Elle soupira comme si je l'importunais. « Calvin, tu peux t'en occuper, non ?» Une douleur aiguë me transperça la poitrine, comme un couteau enfoncé dans mon cœur. Ma femme, la femme que j'avais épousée il y a 10 ans, celle que je croyais toujours à mes côtés, venait de me dire qu'elle était trop occupée par un barbecue pour assister à l'enterrement de mes parents. J'ai voulu crier dans le téléphone, demander ce qu'elle avait en tête. Mais j'ai juste raccroché, mes mains tremblant tellement que j'ai failli lâcher l'appareil. Il savait que j'avais besoin d'espace, mais cette solitude m'étouffait. Je voulais Scarlett ici, tenant ma main, me disant qu'elle comprenait ma douleur. Je voulais entendre Ella m'appeler Daddy, sentir Madison s'accrocher à ma jambe comme elle le faisait toujours. Mais il n'y avait personne. Juste moi, seul, debout devant les tombes de mes parents, avec un chagrin si lourd qu'il menaçait de me déchirer la poitrine. Quand les cercueils furent descendus, le bruit de la terre frappant le bois résonna comme des coups de marteau dans mon cœur. J'ai regardé mes parents une dernière fois, essayant de graver leurs images dans mon esprit. Papa avec son sourire bienveillant, maman avec ses yeux doux. Puis, ils disparurent, à jamais sous la terre froide. Je ne pouvais plus me retenir. Les larmes coulèrent sur mon visage, et je sanglotais sans contrôle, mon corps tremblant comme s'il allait s'effondrer. L'oncle Frank s'avança, posa une main sur mon épaule et me guida loin du bord de la fosse. « Ça va, Calvin ?» demanda-t-il d'une voix inquiète. Je ne répondis pas, secouant seulement la tête. Je n'allais pas bien. Je mourais à l'intérieur. Judy s'approcha à son tour, me prit dans ses bras et murmura « Ils sont dans un meilleur endroit, Calvin. Ils veilleront toujours sur toi. » Mais ces mots de réconfort n'apaisaient pas la douleur. Pour la première fois de ma vie, je sentis la solitude pleinement. Peu à peu, les gens partirent, offrant des condoléances, des accolades rapides. La pluie s'était arrêtée, mais l'air restait lourd et humide. Je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas laisser mes parents seuls sous terre. Je me suis assis devant leur tombe toute fraîche, ma main caressant les pierres gravées de leurs noms. Léo Monroe, Éloise Monroe. Ces noms, autrefois mon monde entier, n'étaient plus que des mots gravés dans la pierre. Je regardais autour de moi. Le cimetière était silencieux, sauf pour le vent qui faisait bruire les arbres. Il n'y avait plus personne, juste moi. Et la solitude m'enveloppait comme une ombre. Je restais là, silencieux, noyé dans la perte et le vide. « Papa, maman, » murmurai-je, ma voix faible. « Je suis désolé. Je promets de bien vivre comme vous me l'avez appris, mais je ne sais pas comment, quand tout s'écroule. » Il n'y eut pas de réponse, seulement le vent et le silence froid du cimetière. L'obscurité enveloppait peu à peu l'endroit, mais je ne voulais pas partir. Assis devant les tombes encore fraîches de mes parents, j'avais l'impression de contempler toute une vie, la leur et la mienne, bâtie à partir de jours simples, mais si précieux que nous avions partagés. Les souvenirs revinrent, vifs comme si c'était hier, m'arrachant au froid du cimetière pour me ramener à mon enfance, là où j'avais grandi dans l'étreinte aimante de mes parents. Je suis né et j'ai grandi en Colombie, à plus de 100 miles de Charleston, dans un quartier ouvrier ordinaire, où de vieilles maisons en bois se serraient côte à côte. Notre famille n'était pas riche. Mon père, Léo Monroe, travaillait dans le bâtiment, ses journées passées sous un casque, peinant sous le soleil brûlant ou sous les pluies lourdes de Caroline du Sud. Ma mère, Éloise, était serveuse dans un petit dîner, où l'odeur du pain grillé et du café se mêlait, et où elle gardait toujours le sourire malgré ses pieds meurtris après de longues journées.
Notre maison était modeste, avec juste assez d'espace pour un salon exigu, une cuisine simple et 2 chambres. Mais dans cette maison, je ne me suis jamais senti privé. Mes parents l'avaient transformée en foyer débordant d'amour, même quand leur portefeuille était vide. Papa était un homme grand, aux mains calleuses, à force d'avoir manié la pelle toute sa vie. Il travaillait souvent en heures supplémentaires, rentrant parfois tard la nuit, ses vêtements couverts de poussière de ciment. Et pourtant, il souriait toujours en me voyant courir vers lui. « Alors, fiston, comment ça va ?» disait-il en ébouriffant mes cheveux, même si je savais qu'il était si épuisé qu'il tenait à peine debout. Une fois, je lui avais demandé pourquoi il travaillait autant. Il avait juste souri, ses yeux brillants de détermination. « Pour toi, Calvin, je veux que tu aies un avenir meilleur que le mien. » Enfant, je ne comprenais pas vraiment le poids de ces mots, mais là, assis devant sa tombe, je réalisais que mon père avait sacrifié toute sa vie pour que je puisse tracer ma propre voie. Maman, elle, était différente. Petite, mais forte, comme une brise qui ne cesse jamais de souffler. Être serveuse n'était pas facile. Elle supportait des clients exigeants, des journées agitées sans pause et des pourboires maigres. Mais elle ne se plaignait jamais. Elle économisait chaque centime, parfois en sautant des repas pour garder les meilleures portions pour papa et moi. Je me souviens encore, j'avais environ 10 ans quand je l'ai surprise en train de manger en cachette le reste de pain d'un client, simplement pour pouvoir conserver la viande dans le frigo pour nous. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a souri en caressant mes cheveux. « Je suis rassasiée, mon chéri. Toi, mange, grandis fort. » À l'époque, je l'ai cru. Mais en y repensant aujourd'hui, j'ai envie de pleurer pour ces sacrifices silencieux. Même si nous étions pauvres, notre famille débordait d'amour. Les soirées se passaient autour de la petite table de la cuisine, à manger des plats simples, purée de pommes de terre, poulet frit ou haricots mijotés de maman. Papa racontait des histoires de sa jeunesse quand il travaillait comme mécanicien et qu'il avait failli se faire écraser en s'endormant sous une voiture. Maman chantait de vieilles chansons populaires, sa voix chaleureuse donnant l'impression que le monde n'était que nous trois. Après le dîner, papa sortait souvent sa vieille guitare, grattait quelques accords, et maman et moi l'écoutions en riant quand il chantait exprès les paroles de travers. Ces moments, si simples, étaient les trésors de mon enfance. Le week-end, si papa n'avait pas d'heures supplémentaires, nous allions nous promener au Riverside Park. Papa me poussait sur mon vieux vélo, m'apprenait à garder l'équilibre, patient même quand je tombais sans cesse. « Ce n'est pas grave, Calvin, » disait-il en nettoyant mes égratignures aux genoux. « Tu tombes, tu te relèves. C'est comme ça qu'un homme vit. » Maman apportait des sandwichs et nous nous asseyions dans l'herbe à regarder la rivière scintiller sous le soleil. Elle me parlait de ses rêves de jeunesse, de son envie d'être enseignante, mais de l'obligation d'abandonner l'école pour aider sa famille. « Mais je ne regrette pas, » disait-elle en me regardant de ses yeux doux. « Parce que je t'ai eu, toi, et c'est la plus belle chose de toutes. Mes parents ne m'ont pas seulement donné de l'amour, ils m'ont transmis des leçons gravées dans mon âme. Ils insistaient toujours sur l'importance de la bonté, de la responsabilité et de la famille, bien plus que l'argent ou le statut. L'argent s'épuise, mais la gentillesse dure toujours, m'avait dit papa un jour, quand je lui avais demandé pourquoi il aidait un voisin à réparer sa maison gratuitement. Maman, elle, m'avait appris à vivre avec responsabilité. Tu peux tout faire, Calvin, tant que tu ne blesses personne et que tu prends toujours soin de ceux que tu aimes. Enfant, ces paroles passaient comme de simples conseils. Mais aujourd'hui, elles brillent comme une lumière qui me guide, me rappelant que je suis le fils de Léo et Éloise Monroe, des gens qui ont vécu une vie digne de fierté. Assis devant leur tombe, ces souvenirs défilaient comme un film au ralenti, réchauffant mon cœur. Mais quand je revenais au présent, la douleur revenait, plus tranchante que jamais. Scarlett, ma femme, celle avec qui je croyais bâtir une famille comme mes parents l'avaient fait, avait choisi un barbecue plutôt que de se tenir à mes côtés le jour où je leur disais adieu. Sa famille, Bruce, Joanne et même Jonathan, n'étaient pas venus. Ils n'avaient pas offert un seul mot de condoléance. Leur froideur et leur égoïsme étaient comme un couteau profondément planté dans mon cœur. La nuit recouvrait totalement le cimetière. Seules les lueurs lointaines des lampadaires perçaient l'obscurité. Je me suis levé, mes jambes lourdes, mais dans mon cœur, une étincelle de force brillait encore, celle que mes parents m'avaient transmise. Ils m'avaient appris à me relever après chaque chute. Et je savais que, même plus seul que jamais, je devais continuer à avancer. 3 jours après les funérailles, mon téléphone a sonné. C'était Bruce, mon beau-père. Je fronçai les sourcils, surpris de son appel. Une petite lueur d'espoir s'alluma dans ma poitrine. Peut-être voulait-il prendre de mes nouvelles, m'offrir ses condoléances, dire quelque chose pour soulager ma peine. J'ai répondu, la voix volontairement posée.
Bonjour, Dad. Calvin, tu es disponible? La voix de Bruce n'avait rien de chaleureux, ni d'amical. Sèche, comme s'il parlait à un employé. Ta mère et moi devons te voir. C'est important. Peux-tu passer cet après-midi? Je restais hésitant, une inquiétude me gagnant. De quoi s'agit-il? On ne peut pas en parler au téléphone? Demandai-je, espérant qu'il mentionnerait mes parents. L'enterrement? Mais il répondit brièvement. Viens simplement à 17 heures. Puis il raccrocha. Je restais là, le téléphone à la main, comme arrosé d'eau glacée. Mais je me dis que c'était peut-être l'occasion de recoller les morceaux. Peut-être que Bruce et Joanne voulaient s'excuser en personne de ne pas avoir assisté aux funérailles, dire quelque chose qui me ferait sentir encore membre de leur famille. J'ai pris ma veste, mes clés, et conduit jusqu'à la maison de mes beaux-parents, de l'autre côté de Charleston. Leur quartier était bien plus huppé que le mien. Grande maison, pelouse taillée au millimètre, voiture rutilante devant les garages. Je suis arrivé avec mon vieux pick-up, me sentant déplacé dans ce décor. Joanne ouvrit la porte, m'accueillant d'un sourire étrange. « Entre, Calvin, » dit-elle, mais ses yeux n'avaient aucune chaleur. Je suis entré dans le salon, où Bruce m'attendait, assis dans un fauteuil, une tasse de café à la main. Scarlett n'était pas là, ni Ella, ni Madison. Mon cœur se serra, mais j'essayais de rester maître de moi. « Assieds-toi, Calvin, » dit Bruce en désignant la chaise en face de lui. Je m'assis, l'impression d'être un élève convoqué chez le proviseur. Joanne prit place à côté de son mari, les mains serrées, ses yeux me scrutant comme si elle m'évaluait. Personne ne posa de questions sur les funérailles, sur mes parents, sur ce que j'avais traversé. L'air de la pièce était lourd, et mon malaise croissait. « Allons droit au but, » dit Bruce, sa voix froide. Jonathan se marie. Camilla est une bonne fille, d'une famille respectable. Nous voulons offrir un mariage grandiose, qui reflète notre statut. Mais ça coûte cher, et nous avons besoin de ton aide. Je clignai des yeux, essayant d'assimiler ces mots. « Mon aide ?» répétai-je, la voix légèrement tremblante. Bruce hocha la tête comme si c'était une évidence. « Oui, 50 000 $. Tu fais partie de la famille. C'est ta responsabilité. » Je restais stupéfait, comme giflé. 50 000 $. Je venais d'enterrer mes parents, de traverser les jours les plus douloureux de ma vie. Et voilà qu'ils me convoquaient pour me réclamer de l'argent. Je me tournai vers Joanne, espérant qu'elle dirait autre chose. Mais elle hocha la tête à son tour, ajoutant « Calvin, tu n'as plus de parents à soutenir, n'est-ce pas? Ton argent doit servir à cette famille, à l'avenir de Jonathan. » Ces mots me transpercèrent comme une lame. Non seulement ils exigèrent de l'argent, mais ils utilisaient la mort de mes parents comme justification. Je voulais hurler, leur demander s'ils avaient encore la moindre parcelle d'humanité. J'avais perdu mes parents. J'étais resté seul à leur tombe. Et eux, assis là, n'avaient pas un mot de compassion, pas un geste de soutien, seulement l'œil fixé sur mon portefeuille. Mais je ne criais pas. Je ne pus pas. Ma bouche était sèche, mes poings serrés au point que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Je n'ai pas cette somme, dis-je d'une voix basse. Bruce fronça les sourcils, comme si je venais de dire une absurdité. Calvin, tu es gérant de station-service. Tu gagnes correctement ta vie, mais de côté. Arrange-toi, tu t'en sortiras. C'est une affaire de famille. Joanne renchérit, d'une voix douce mais fausse. Jonathan est le frère de Scarlett. Tu ne veux pas qu'il ait un vrai mariage, si? Je les regardais, ces deux personnes que j'avais appelées maman et papa, que je croyais être ma famille. Mais ce que je voyais maintenant, c'était seulement de l'égoïsme, de l'indifférence. Ils ne voyaient pas ma douleur. Ils ne voyaient pas l'homme que j'étais. Ils ne voyaient qu'un portefeuille. Je me suis levé, les jambes tremblantes, mais la voix ferme. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Bruce haussa les épaules, comme si c'était exactement la réponse qu'il attendait. Bien, mais ne tarde pas trop, Calvin. Le mariage approche. Je quittai leur maison, titubant jusqu'à mon camion. La pluie commença à tomber, brouillant les lumières de la rue sur le pare-brise. Je restai assis derrière le volant, sans démarrer, fixant l'obscurité devant moi. La rage montait en moi, se mélangeant à la douleur de la perte de mes parents, formant une tempête dans ma poitrine. Je frappais le volant de mon poing, sentant que la digue allait céder. Je pensais à papa, à maman, à toutes ces années de sacrifice pour m'offrir une meilleure vie. Je pensais aux leçons qu'ils m'avaient transmises. Respect de soi, bonté, ne jamais laisser personne me piétiner. Et je sus que je ne pouvais pas laisser la famille de Scarlett continuer à me traiter ainsi. Mais je ne savais pas encore comment agir. Me battre, discuter, ou continuer à avaler l'amertume comme je l'avais fait depuis 10 ans de mariage. Je suis rentré chez moi, le cœur lourd. La douleur
La colère et la solitude pesaient sur moi. Mais au fond, une petite flamme commençait à brûler. En entrant, la maison était silencieuse, sans chaleur ni vie. Scarlett et les filles n'étaient toujours pas revenues. Je m'assis dans le salon, attendant, écoutant l'horloge égrener les secondes. Enfin, quand la nuit tomba, j'entendis le bruit des clés dans la serrure. Scarlett entra, suivie d'Ella et de Madison. Ella courut vers moi en criant « Daddy !» et se jeta dans mes bras. Madison, timide, se contenta de sourire et de me tenir la main. À cet instant, je sentis un peu de chaleur renaître. Mais quand je regardais Scarlett, je compris que la conversation ne serait pas facile. « Allez jouer en haut, les filles !» dis-je doucement. Ella hocha la tête, entraînant Madison à l'étage. Nous restâmes seuls dans le salon. Scarlett s'adossa au mur, les bras croisés, les yeux froids. Je pris une grande inspiration pour contenir la colère qui bouillonnait en moi. « Scarlett, commençai-je, la voix tremblante. Pourquoi n'es-tu pas venue aux funérailles de mes parents ?» Scarlett fronça les sourcils comme si j'avais posé une question absurde. « Les funérailles ?» dit-elle d'une voix plate. « Calvin, tu sais que j'étais occupé. Je t'avais dit que les filles et moi devions être chez mes parents. » Le sang me monta à la tête. « Un barbecue ? C'est pour ça que tu n'étais pas là quand j'avais le plus besoin de toi ?» Je la fixai, attendant une explication, des excuses, un signe qu'elle se souciait de moi. Mais Scarlett soupira simplement, passant une main dans ses cheveux blonds. « Les funérailles, ce ne sont que des formalités, Calvin. Tu sais bien que le mariage de Jonathan, c'est l'avenir de la famille, un grand pas en avant. Je devais donner la priorité. » Je serrai les poings, peinant à rester calme. « Des formalités ? Mes parents viennent de mourir. J'étais seul devant leur tombe, sans toi, sans les filles. Tu trouves ça sans importance ?» Elle haussa les épaules, comme si j'exagérais. « Calvin, tu dramatises. J'étais occupé et je pensais que tu pouvais gérer. » Ces mots étaient comme une lame glaciale enfoncée dans ma poitrine. Mon cœur se resserra, mais je continuai. « Et tes parents, qui exigent 50 000 $ pour le mariage de Jonathan ? Tu étais au courant, n'est-ce pas ? Et tu n'as rien dit. » Scarlett me regarda, les yeux plissés, avant de laisser échapper un rire amer que je n'avais jamais entendu. « 50 000 $? Voyons, Calvin, tu fais l'avare. C'est mon frère. Tu ne veux pas qu'il ait un beau mariage ? Tu fais partie de cette famille, non ? » Je restais figé, incapable de croire ce que j'entendais. « Cette famille ?» répétai-je, la voix tremblante. « Scarlett, mes parents viennent de mourir. Je les ai enterrés seuls pendant que vous faisiez un barbecue. Quand j'avais le plus besoin de toi, tu n'étais pas là. Et maintenant, tu oses parler de famille ? Quelle famille piétine ainsi la douleur de quelqu'un ?» Elle se raidit, ses lèvres se serrant. Puis elle lâcha, d'une voix glaciale, « Tes parents n'étaient en là que des pauvres sans importance, Calvin. Qu'est-ce qu'ils t'ont laissé ? Une maison délabrée et des vieilleries sans valeur. Le mariage de Jonathan est une chance pour ma famille de s'élever, d'avoir un meilleur avenir. Tu devrais être fier d'y contribuer. » Mon sang bouillonna. Mes parents, qui s'étaient tués au travail, qui s'étaient privés pour moi, étaient traités de pauvres sans importance. Je luttais pour garder mon calme, me rapprochant d'elle. « Scarlett, sais-tu à quel point je souffre ? J'avais besoin de toi. J'avais besoin des filles. Et tu n'étais pas là. Et maintenant tu insultes mes parents, comme s'ils n'étaient rien. Alors qu'est-ce que je suis pour toi ? Juste un portefeuille pour toi et ta famille ? » Elle me fixa, sans la moindre trace de remords. « Calvin, tu exagères toujours, tu es trop sensible. Si tu ne veux pas aider, tant pis. Mais ne t'attends pas à ce que je culpabilise pour avoir fait ce qui est le mieux pour ma famille. » Je reculai, sentant mon cœur se briser. C'était le coup final. Scarlett ne m'avait pas seulement abandonné. Elle n'avait pas seulement gardé le silence devant l'égoïsme de sa famille. Elle avait rabaissé mes parents et m'avait réduit à un simple outil. 10 ans de mariage. 10 ans à croire que nous formions une famille, balayée en un instant. Je compris qu'elle ne m'avait jamais vraiment aimé, jamais respecté les valeurs que mes parents m'avaient transmises. Je me détournais sans un mot de plus. Je ne pouvais pas rester dans cette maison. Une maison qui appartenait à Bruce et Joanne, pas à moi. J'avais vécu trop longtemps dans leur ombre. Il était temps de briser mes chaînes. Je montai à l'étage, emballai mes vêtements, quelques affaires personnelles et la photo de famille avec mes parents. Ella et Madison descendirent en courant. « Où vas-tu, Daddy ?» Je m'agenouillai, les serrant fort contre moi, retenant mes larmes. « Daddy doit partir pour quelque temps, mes chéris. Mais je reviendrai pour vous, je vous le promets. » Scarlett se tenait dans l'escalier, les bras croisés, le regard plein de mépris. « Qu'est-ce que tu fais, Calvin ? Tu fuis ? Tu le regretteras vite. Sans moi, tu n'es rien. » Ces mots étaient comme des flèches empoisonnées. Je ne répondis pas.
Je lui lançai un dernier regard, ses yeux glacés, sans une once de regret. Je pris mon sac, franchis la porte, et derrière moi j'entendis son rire moqueur. Je roulais dans la nuit, sans destination. Je voulais seulement fuir Scarlett et cette famille qui avait écrasé mon respect de moi-même. Je finis dans un motel miteux, à la périphérie de Charleston, où les néons clignotaient et où l'air sentait le moisi. J'y louai une petite chambre, posai mon sac au sol et m'allongeai sur le lit dur, fixant le plafond taché. Je ne pleurais pas, je ne criais pas, je ne fis rien. Je restais simplement là, vidé, douloureux. Mais la petite flamme en moi brûlait encore. Les jours suivants passèrent dans un brouillard. Je vivais comme une ombre. Je travaillais à la station, je retournais au motel, je mangeais des repas bon marché de supérette et j'essayais de ne pas penser à l'avenir. Scarlett ne m'avait pas contacté et je ne voulais pas entendre sa voix. Je voulais seulement que le temps s'arrête pour trouver comment avancer. Mais la vie n'attend personne. J'avais l'impression d'être coincé pour toujours dans cette chambre de motel, prisonnier de ma douleur et de mon impuissance. Jusqu'à ce qu'un appel change tout. C'était un mercredi, le ciel de Charleston restait couvert, comme s'il reflétait mon humeur. Je mangeais un sandwich sur le lit quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu, mais avec l'indicatif de la Colombie, là où mes parents vivaient. Je répondis prudemment. « Allô? Est-ce bien Calvin Monroe ?» demanda une voix d'homme, polie mais sérieuse. « Je suis Robert Hayes, l'avocat de Léo et Éloise Monroe. J'ai une affaire importante à discuter. Êtes-vous disponible demain matin ?» Je restai figé. Un avocat? Mes parents? Je balbutiai. Oui, bien sûr. Mais de quoi s'agit-il? Je vous expliquerai demain à 10 heures, répondit-il, puis raccrocha. Toute la nuit, je ne pus dormir. Mes parents n'étaient pas du genre à traiter avec des avocats. Ils avaient vécu simplement, sans biens importants ni litiges. Je fouillais ma mémoire, sans trouver la moindre explication. Le lendemain, je me rendis au bureau de Hayes, un petit bâtiment soigné dans le centre de Colombie. Je portais la chemise la plus propre qu'il me restait, tentant d'avoir l'air présentable, malgré ma fatigue évidente. Robert Hayes, un homme d'âge mûr aux cheveux poivre et sel et aux lunettes cerclées d'or, me serra la main fermement. « Merci d'être venu, monsieur Monroe, » dit-il d'une voix douce mais grave. Il me conduisit dans une salle où un dossier épais reposait sur le bureau. Je m'assis, le cœur battant, pressentant que j'allais découvrir un secret. « Avant tout, » commença Hayes, « permettez-moi de vous dire à quel point je suis désolé pour votre perte. Léo et Éloise étaient des personnes formidables. Je les ai connus il y a des années, quand ils sont venus me consulter pour certains conseils. » Je hochai la tête, la gorge serrée à l'évocation de leur nom. « Merci. Mais pourquoi suis-je ici ?» Hayes esquissa un léger sourire et fit glisser le dossier vers moi. « Vos parents ont souscrit une assurance vie il y a plus de 15 ans. Ils vous ont désigné comme unique bénéficiaire. » Je clignai des yeux, incrédule. « Une assurance vie? Mes parents? Ils ne m'en ont jamais parlé. »« Exact, » acquiesça Hayes. « Ils voulaient que ce soit une surprise, pour vous assurer une sécurité si jamais il leur arrivait quelque chose. C'est une police conséquente, Calvin. Une fois les papiers réglés, vous recevrez environ 800 000 $. Je restai stupéfait, comme frappé par la foudre. 800 000 $. Bien plus d'argent que je n'en avais jamais imaginé. Je pensais à leurs années de privation, à maman sautant des repas pour économiser, à papa travaillant sous le soleil brûlant. Ils avaient tout sacrifié, et maintenant, ils m'avaient laissé de quoi reconstruire ma vie. Des larmes montèrent, non pour l'argent, mais pour leur amour. Ils avaient pensé à moi jusqu'au bout, sans jamais s'en vanter. « Il y a encore une chose, » dit Hayes en sortant une enveloppe jaune pâle. « Vos parents ont laissé cette lettre. Ils m'ont demandé de vous la remettre si quelque chose leur arrivait. » Je pris l'enveloppe, les mains tremblantes. L'écriture douce et claire de ma mère dessinait mon nom, Calvin. Je remerciai Hayes et repartis, serrant l'enveloppe contre moi. Ce n'est que de retour dans ma chambre de motel, sous la lumière jaunâtre, que j'osai l'ouvrir. « Cher Calvin, notre fils bien-aimé, si tu lis ces lignes, c'est que nous ne sommes probablement plus là pour te serrer dans nos bras et te dire combien nous sommes fiers de toi. Tu es notre plus grande joie, la raison pour laquelle nous nous levions chaque jour, malgré les difficultés. Nous n'avions pas beaucoup d'argent ni une grande maison, mais nous avons fait de notre mieux pour t'offrir une bonne vie et pour t'apprendre que l'amour est ce qui compte le plus. La vie n'est pas facile, mon fils. Tu connaîtras la solitude, la douleur, l'injustice. Mais souviens-toi, tu es le fils de Léo et d'Éloise Monroe.
Tu es plus fort que tu ne le crois. Ne laisse jamais personne te piétiner ni te faire oublier ta valeur. Nous avons toujours cru que tu vivrais une vie digne de fierté, remplie de bonté et de responsabilité, comme nous te l'avons appris. Nous avons souscrit cette assurance pour que tu sois protégé quand nous ne serons plus là. Utilise-la pour bâtir ta vie, prendre soin de ceux que tu aimes et rester fidèle à toi-même. Nous t'aimerons toujours. Avec tout notre amour, maman et papa. Je lus la lettre, les larmes brouillant l'encre. Ils étaient en partie, mais cette lettre était comme une dernière étreinte, la preuve que je n'étais jamais vraiment seul. Je la repliai, la pressant contre ma poitrine, sentant mon cœur battre plus fort. La petite flamme en moi se changea en brasier. Je pensais à Scarlett, à sa famille, à leurs insultes. Ils m'avaient traité de « pauvre bon à rien ». Ils ignoraient que mes parents m'avaient laissé plus qu'une somme d'argent, la force de me relever. 3 semaines plus tard, je vivais encore dans le petit motel, travaillant toujours à la station-service, gardant le contact avec Ella et Madison par de brefs appels. Puis un jour, je reçus un message de Scarlett. « Calvin, le mariage de Jonathan est samedi. Tu dois venir. Ne ridiculise pas ma famille. » Le ton était sec, sans chaleur, seulement des ordres et du mépris. Je restai un instant abasourdi. Après tout ce qu'ils avaient fait, ils voulaient encore que je sois présent pour sauver les apparences. J'étais sur le point de refuser, de leur dire que je n'avais plus rien à voir avec leur famille. Mais une idée germa dans mon esprit. Je souris, amer mais déterminé. Très bien, j'irai, mais pas pour sauver leur réputation. J'avais un cadeau à offrir, un cadeau qu'ils n'oublieraient jamais. Je sortis de mon sac une pile de documents préparés les jours précédents. Relevés bancaires, factures, reçus, preuve de toutes mes dépenses pour la famille de Scarlett depuis 10 ans. Plus de 200 000 $ au total, sans jamais un merci. C'était ça, mon cadeau de mariage. La vérité. Le mariage de Jonathan se déroula dans un hôtel luxueux du centre de Charleston. Des lustres étincelaient, des rideaux de soie blanche flottaient, des roses blanches ornaient les tables, et le parfum de plats raffinés emplissait la salle. Jonathan, en costume gris, paradait au centre, se vantant devant les invités. « Nous avons réservé un orchestre d'Atlanta. Seulement le meilleur pour ce jour ?» Bruce et Joanne passèrent près de moi, ne m'offrant qu'un bref signe de tête. « Calvin, tu es venu ?» dit Joanne d'une voix douce mais fausse. « Bien, ne fais rien qui embarrasse la famille. » Bruce ajouta, assez fort pour que d'autres entendent, « J'ai entendu dire que tu n'avais rien donné pour le mariage. Quelle honte !» Je serrai les poings, mais restai calme. Bientôt, il verrait ma contribution. Scarlett, magnifique en robe verte, m'ignora presque, sans sourire. Ses proches chuchotaient derrière moi des mots comme pauvre ou raté. Je les entendis, mais je ne me retournai pas. Quand le maître de cérémonie m'appela pour prononcer un discours, je montai à la tribune, le micro à la main, des centaines de regards fixés sur moi. « Mesdames et messieurs, » commençai-je d'une voix claire, « aujourd'hui est un jour spécial pour Jonathan et Camilla. Je leur souhaite bonheur et respect mutuel, comme une vraie famille devrait en avoir. » Applaudissements polis. Scarlett sembla se détendre, croyant que j'en avais fini. Mais je souris lentement et poursuivis. J'ai un cadeau de mariage spécial pour Jonathan et pour cette famille. Un employé apporta la pile de documents et la posa sur le pupitre. La salle se mit à murmurer. Scarlett fronça les sourcils. Jonathan pâlit. Bruce se raidit. J'ouvris les dossiers, ma voix ferme. Voici ma contribution à cette famille depuis 10 ans. Preuve de chaque dépense, dette familiale, études de Jonathan, courses, réparation de maison, frais divers, plus de 200 000 $. Jamais un merci. Un silence pesant tomba. Je fixai Bruce et Joanne. Quand mes parents sont morts, aucun de vous n'est venu à leurs funérailles. Vous avez préféré organiser un barbecue pour ce mariage. Vous les avez traités de pauvres sans valeur et exigé 50 000 $ de moi dès le lendemain. Alors voici mon cadeau aujourd'hui. La vérité sur votre avidité et votre ingratitude. La salle explosa en chuchotements indignés. Certains invités se couvrirent la bouche, d'autres fixaient Scarlett et sa famille avec stupeur. Jonathan devint écarlate, se leva et cria « Calvin, tu détruis mon mariage ?» Scarlett resta figée, les yeux humides de honte. Bruce frappa la table, hurlant « Comment oses-tu, misérable ingrat ?» Je les regardais droit dans les yeux, libérés d'un poids immense. « Ingrat ? J'ai tout donné. Vous m'avez répondu par le mépris. Mes parents m'ont appris le respect de soi. Aujourd'hui, je le reprends.
Je posai le micro, descendis de la tribune et quittai la salle sans me retourner, ignorant les cris de Jonathan, les larmes de Scarlett et les accusations de Bruce. Dehors, l'air frais de Charleston me parut celui de la liberté. Le lendemain du mariage, mon téléphone vibra sans arrêt. Scarlett m'appela 5 fois d'affilée, laissant chaque fois un message furieux. « Calvin, tu es un salaud. Tu as ruiné le mariage de Jonathan. Qui crois-tu être pour humilier ma famille devant tout le monde ?» Je les écoutais, assis sur le lit du motel, mais je ne répondis pas. Je ne voulais plus d'insultes au téléphone. Je voulais lui parler en face, une dernière fois. Je lui envoyai un message. « Rendez-vous au café de King Street, cet après-midi à 16 heures. Nous devons parler. » Elle répondit aussitôt. « Très bien, mais n'attends pas que je te pardonne. » Je souris amèrement. « Du pardon ? Je n'en avais pas besoin. J'avais besoin de vérité et de mettre fin à ce mariage qui m'avait enchaîné trop longtemps. » Le café de King Street était petit et chaleureux, empli de l'arôme du café torréfié et du murmure doux du jazz. J'arrivai en avance, m'installai près de la fenêtre. La ville s'animait dehors, mais je me sentais dans un autre monde. Je repensais à 10 années de mariage avec Scarlett, au début où elle souriait en disant aimer ma simplicité. J'y avais cru, persuadé que nous construirions une famille heureuse. Mais je comprenais maintenant qu'elle ne m'avait jamais vraiment respecté. Scarlett entra, élégante dans une robe verte, l'air hautain. Elle s'assit face à moi, bras croisés, regard froid. « Alors, Calvin, dit-elle sèchement, que veux-tu ? Des excuses pour avoir détruit le mariage de mon frère ? » Je la fixais, la voyant comme une étrangère. « Non, Scarlett, répondis-je calmement. Je ne suis pas venu m'excuser. Je suis venu te dire que notre mariage est fini. » Elle cligna des yeux, incrédule. « Fini ? Tu plaisantes ?» Je secouai la tête. « Je ne plaisante pas. Après tout ce que toi et ta famille avez fait, je ne peux plus continuer. Tu ne me respectes pas. Tu ne respectes pas notre couple. Je ne peux plus vivre ainsi. » Scarlett éclata de rire, mais je vis ses yeux briller de colère. « Calvin, tu es un raté. Tu crois que tu peux me quitter et survivre ? La maison appartient à mes parents. Tu n'as rien. Pas d'argent, pas de statut, rien. Sans moi, tu n'es personne. » Ces paroles étaient des poignards, mais je restais de marbre. « Scarlett, dis-je d'une voix posée, les biens matériels se perdent, mais le respect de soi et la liberté valent tout. Je préfère vivre pauvre que d'être avec quelqu'un qui piétine ma dignité. » Je la fixai droit dans les yeux. « Je demande le divorce. Nous sommes finis. » Elle se leva brusquement, faisant trembler la table. « Le divorce ? Parfait. Mais tu devras élever Ella et Madison ? Tu crois pouvoir gérer ça ? Un simple gérant de station-service vivant dans un motel avec 2 enfants ? » Elle éclata d'un rire venimeux, persuadée d'avoir l'avantage. Mais je souris pour la première fois. « Ne t'inquiète pas, Scarlett. Je prendrai soin des filles. Je leur donnerai une belle vie, comme mes parents l'ont fait pour moi. Tu peux garder la maison de tes parents, je n'en ai pas besoin. » Elle resta figée, déconcertée par ma confiance. Elle ne savait pas que mes parents m'avaient laissé l'assurance vie. Je n'avais aucune intention de lui expliquer. Je me levai, déposai quelques billets pour le café et sortis. Derrière moi, Scarlett cria « Tu vas le regretter, Calvin. Tu n'y arriveras pas. » Mais je ne me retournai pas. Le lendemain, je me rendis chez un avocat spécialisé et j'entamai la procédure de divorce. Je demandais une séparation nette et la garde d'Ella et Madison, sûr que l'assurance vie me permettrait de prouver ma stabilité financière. Je ne voulais pas de guerre, seulement en finir et recommencer. En sortant du cabinet, une brise fraîche balaya Charleston. Je me sentis comme un homme nouveau. La douleur était encore là, celle de 10 ans de mariage détruit, celle des insultes de Scarlett, celle de savoir que mes filles vivraient dans une famille brisée. Mais je ressentais aussi une paix nouvelle. Je n'étais plus enchaîné. La lettre de mes parents, toujours dans ma poche, me rappelait que je n'étais pas seul. Ils avaient cru en moi. Ils m'avaient laissé non seulement de l'argent, mais aussi la force de tenir debout. 1 mois plus tard, je quittais le motel humide pour un petit appartement en banlieue. 2 chambres, un salon modeste, une cuisine simple, mais c'était chez moi. Un endroit où bâtir un vrai foyer pour mes filles. Je l'ameublai peu à peu. Un canapé bleu, une table en bois, 2 lits pour Ella et Madison. Au mur, j'accrochais la vieille photo de famille avec mes parents, à côté d'une nouvelle photo de moi avec mes filles. Ainsi, chaque jour, je me souvenais que malgré le passé douloureux, j'avais encore des êtres à aimer. Avec les 800 000 $, je réglais mes dettes,
ouvris un compte épargne pour l'avenir de mes filles et mis de côté pour les dépenses quotidiennes. Mais surtout, j'investis dans un rêve que je n'avais jamais osé poursuivre, créer ma propre entreprise de service et de maintenance pour station-service. Les débuts furent difficiles. Je passais mes nuits à planifier, appeler des clients, apprendre la gestion. Mais chaque fois que je faiblissais, je relisais la lettre de mes parents. Peu à peu, je changeais aussi de vie. Footing le matin au bord de la rivière, lecture le soir après avoir couché les filles, engagement dans une association pour aider les familles modestes, comme papa l'avait fait. Ella et Madison furent ma lumière. La première fois qu'elles vinrent à l'appartement, j'avais peur qu'elles le trouvent trop petit. Mais Ella s'écria « Daddy, c'est trop cool !» Et Madison m'enlaça timidement. Je sus que j'avais fait le bon choix. Je leur racontais des histoires sur leurs grands-parents. Grand-père m'a appris à réparer les vélos. Grand-mère faisait la meilleure marmelade d'orange. Ella rit. « Tu pourras en faire, Daddy ?» Je promis d'essayer, même si je savais que je n'atteindrais jamais le niveau de maman. Chaque sourire de mes filles me donnait la force d'avancer. Un week-end, je les emmenai au cimetière. Nous déposâmes des lys blancs sur les tombes de Léo et Héloïse, et j'allumai 3 bâtonnets d'encens. « Daddy, comment étaient grand-mère et grand-père ?» demanda Ella. Je les assis dans l'herbe et leur racontai, la voix tremblante mais douce, l'amour et les sacrifices de mes parents. Puis je leur montrai la lettre, précieusement conservée. Ils m'ont écrit qu'ils étaient fiers de moi, qu'ils voulaient que je sois fort et que je ne laisse jamais personne me piétiner. Les filles écoutaient, les yeux brillants. Je sentis alors que mes parents souriaient, quelque part, heureux que je transmette leur amour à la génération suivante. En repensant au chemin parcouru, je compris que j'avais traversé une épreuve nécessaire. J'avais perdu mes parents brutalement, j'avais été trahi par ma femme et humilié par sa famille. Mais des cendres de cette douleur, j'avais ressuscité. Mes parents m'avaient laissé un héritage plus précieux que l'argent, le respect de soi, la résilience et l'amour inconditionnel. Ne laisse jamais personne te piétiner. Vis debout, avec dignité, avait-il écrit, et c'est ce que je faisais désormais. Je pris la main d'Ella et de Madison. On rentre à la maison, leur dis-je en souriant. Charleston s'étendait devant nous, ses rues bordées de chênes et son souffle marin. Je savais que mon chemin n'était pas fini, mais j'étais prêt. Avec l'amour de mes parents, le sourire de mes filles et le respect de moi-même retrouvé, je continuerai d'avancer, plus fort que jamais.